Au menu du compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, création de la société d'exploitation du complexe hôtelier de l'Atlantique SA et approbation de ses statuts. Dans le cadre des investissements structurants engagés afin de positionner le Bénin comme une destination touristique de premier plan en Afrique et dans le monde, un accent particulier a été mis sur le développement d'une offre hôtelière de standing international, de même que l'amélioration des capacités d'accueil. À cet effet, le projet de construction d'un complexe hôtelier de référence au sein de la marina de Ouidah a été entrepris. Il comprendra un hôtel de catégorie 4 étoiles, d'une capacité de 130 chambres, 2 restaurants, un bar, un café et une piscine. En vue de préparer, dans les meilleures conditions, sa mise en service prévue pour 2026, le gouvernement a décidé de créer la société d'exploitation du complexe hôtelier de l'Atlantique, dont les principales activités seront la définition et le suivi des objectifs d'exploitation, ainsi que l'identification des leviers de développement et d'attractivité, la gestion des aspects techniques, commerciaux et administratifs liés à l'exploitation, la définition des cahiers de charges d'exploitation et le suivi de la performance des opérateurs, la structuration et le suivi de la gestion locative, recherche de partenaires, contractualisation, estimation de la valeur locative et révision des loyers, recouvrement, etc. La gestion de l'entretien et des réparations des biens mis en location. La gestion contractuelle des partenaires intervenant dans le complexe hôtelier, portage de contrats de travail et de services. Le Conseil y a marqué son accord et a adopté par la même occasion les statuts de la dite société. Au titre d'autres mesures normatives, figurent les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 2022-11 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour suprême et de la loi numéro 2022-06 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour des comptes. Approbation des statuts modifiés de l'Agence de développement des arts et de la culture ainsi que de l'Agence béninoise pour le développement du tourisme. Au chapitre des communications, en point 1, indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du nouveau port de pêche de Cotonou. Ce projet consiste à reconstruire sur un domaine de 8 hectares, 39 ar 97 centiares, 6 au quartier Flakodji, des installations modernes de pêche artisanale et semi-industrielle, intégrant la transformation des produits de pêche. Ces investissements visent la création et le développement d'un pôle de commercialisation des produits de mer dans cette zone. Sa réalisation sur cet espace impacte des propriétés privées se trouvant dans son emprise. Aussi, à l'issue de l'évaluation qui en a été faite, le Conseil a-t-il autorisé qu'il soit procédé à l'indemnisation des personnes affectées. En point 2, contractualisation avec le groupe Hilton Worldwide Managed Limited pour des missions d'assistance technique hôtelière et de gestion de l'hôtel Hilton Cotonou. Pour rappel, le Conseil des ministres avait déjà autorisé, en sa séance du 11 septembre 2024, les travaux de rénovation du dit hôtel, situé au cœur de la ville de Cotonou, près de l'esplanade de l'Amazone et en bordure de l'océan. Le présent partenariat avec ce groupe induira notamment l'augmentation de la capacité d'accueil en offre de haut standing avec environ 200 chambres, le renforcement de l'attractivité du Bénin pour l'organisation de conférences internationales grâce aux salles de réunion modernes et au business center de l'hôtel, la captation d'une clientèle internationale ayant une préférence pour le groupe Hilton, la création de plusieurs centaines d'emplois directs et autant dans les secteurs connexes. Les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires à la formalisation du partenariat et veilleront à sa bonne exécution. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique,
le contrôleur général de police, Brice Kokou Alawanou, est nommé directeur général de la police républicaine. Je vous remercie. Je me disais bien qu'il y en aurait au moins un de futé parmi vous pour demander à un Oungwedji d'apprécier les propos d'un autre Oungwedji, qui plus est sont grands. Mais vous êtes choqués par la teneur des propos tenus par le président Oungwedji, et je vous l'accorde. Mais je comprendrais aussi que vous ne le jugiez pas exclusivement sur ses propos, parce qu'il a déjà dit de bien meilleures choses que ça. C'est lui qui, parmi les tout premiers, au sein de la classe politique béninoise, avait fait le diagnostic et osé publiquement affirmer la nécessité de faire des réformes d'envergure, notamment au plan de la vie partisane, donc la réforme du système partisan dans notre pays. C'est encore lui qui avait fait le constat de ce que le Bénin que le président Patrice Talon a hérité était un Bénin, pour reprendre à peu près ses mots, fragmenté, descendu de son piédestal, pour lequel il fallait un État fort afin d'engager les réformes et les actions nécessaires à sa réhabilitation. C'est lui par ailleurs qui avait indiqué déjà que la situation dans laquelle se trouvait ce Bénin-là nécessitait des réformes audacieuses, des réformes qu'il fallait avoir le courage d'homme d'État d'engager afin donc de le redresser. Après, il est vrai que, comme l'enseignerait La Rochefoucauld, même les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. Mais ça n'est pas parce que seraient apparues des mélancolies sur le chemin que les réformes auraient perdu de leur substance, de leur vertu. Vous avez été choqués à juste titre parce que, au regard de l'ampleur de la transformation positive que connaît notre pays aujourd'hui, on peut s'interroger sur le timing, sur les objectifs d'une telle réaction. J'ai dit, je vous accorde d'être choqués. Dans tous les cas, c'est que cela rassure les uns et les autres que le pays est une belle démocratie qui fonctionne. Et que même quand on est de la mouvance, on peut à un moment ou à un autre dire ce que l'on pense. Après, il faut bien que cela soit bien justifié et tienne dans le contexte. Personnellement, j'ai suivi Maître Adrien Oungwedji et connaissant l'homme, je sais qu'il est en douce noce avec sa conviction politique. Il ne faut pas oublier que Maître Adrien Oungwedji, c'est un homme qu'on a connu depuis, ou bien même avant même l'avènement de la démocratie. Il a été pour beaucoup dans l'avènement de la démocratie au Bénin. Donc ces propos, je pense que les Béninois, surtout nos dirigeants actuels, doivent l'analyser sous un bon angle pour pouvoir en tirer profit. Parce que ce qu'il a dit, ce n'est pas anodin. C'est un homme réfléchi qui, du haut de ses 83 ans, a sorti des propos bien imbibés de sagesse, il faut le reconnaître. Parce que quand un homme de cet âge vous parle, vous n'avez pas tout de suite à vous jeter sur lui, à lui dire mais qu'est-ce qu'il dit là, commencez par l'insulter. Non, non, non. Ça veut dire que vous-même, vous ne voulez même pas, vous ne souhaitez même pas être un jour comme lui. Quand un homme de cet âge-là parle, on prend ses propos et on analyse. On voit qu'est-ce qu'on peut tirer dedans. Moi, je pense qu'il a parlé simplement, les gens pensent, mais je vois qu'il a beaucoup de conseils dans ce qu'il a dit, dans ses propos. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Il faut tenir compte des propos qui véhiculent des conseils et les analyser et savoir comment on peut exploiter ces propos. Parce que c'est très pertinent ce qu'il a dit. C'est très pertinent, il n'a rien inventé. C'est un observateur, un grand homme politique qui est bien ancré dans la politique béninoise, qui a parlé. Et donc je pense qu'il faut exploiter au mieux ses propos. Peu importe le moment, l'idéal est que tout ce qu'on doit faire dans ce pays qui pourra apporter la paix, qu'on le fasse. Ce désir qu'il a estimé, beaucoup l'ont déjà exposé publiquement. Lorsque nous prenons, par exemple, l'ancien président Yahi Boni, il a voulu, il a exprimé cela d'une manière ou d'une autre. L'ancien président Nicéphore Soglo, il a voulu exactement la même chose. Voilà aujourd'hui
un membre, un pionnier de la mouvance présidentielle qui estime quand même, pour pacifier le pays, il faudrait qu'on libère les prisonniers politiques. Il faudrait qu'on donne la possibilité aux exilés politiques de revenir au pays. C'est une très bonne chose. Le plus important est que cela ne tombe pas dans les oreilles dessous, pour ne pas dire autrement, que ça tombe dans la bonne oreille. Il faudrait que l'actuel président de l'Union progressiste Renouveau, le président Djokbenou, il faudrait qu'il puisse travailler véritablement sur cette opinion du président Ngouedji en remontant véritablement l'information. À qui de droit? Ce que le président Ngouedji a demandé, c'est le désir de la majorité des Béninois. Si on peut pacifier, permettre aux prisonniers politiques aujourd'hui de retrouver leur liberté, trouver un autre cadre d'échange qui pourra véritablement installer la paix dans le pays, ce serait une bonne chose. Mais nous croyons quand même que le chef d'État, il ne néglige pas ces trucs, il va prendre en compte. Il va prendre en compte et il verra la mesure adéquate qu'il faut prendre en son temps. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante de la RDC, Corneille Nangaa, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par l'auditorat militaire. Dans un communiqué, l'avocat général près de la cour militaire de Kinshasa, Gombe, a ordonné son arrestation en tout lieu et sa remise aux autorités compétentes. Il est poursuivi pour les massacres commis par ses alliés du M23 dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ce n'est pas la première fois que Corneille Nangaa est visé par la justice congolaise. En août dernier, il avait été condamné à la peine de mort pour sa participation à la rébellion du M23 et la Cour avait ordonné la confiscation de ses biens au profit de l'État congolais. À la tête de l'Alliance Fleuve Congo, un mouvement politico-militaire créé fin 2023 à Nairobi, et Corneille Nangaa demeure une figure controversée sur la scène politique congolaise. Autrefois allié du président Félix Tshisekedi puis devenu son adversaire, il a promis de marcher sur Kinshasa, affirmant vouloir corriger l'erreur qu'il aurait lui-même orchestrée lorsqu'il était à la tête de la CENI. Ville après ville, les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais poursuivent leur avancée, infligeant une série de défaites aux forces congolaises, au grand désarroi des populations de l'Est de la RDC. À Goma, capitale du Nord Kivu, désormais sous leur contrôle, la vie tourne au ralenti. Les exactions des groupes armés ont causé plus de 3000 victimes selon l'ONU, qui a une fois de plus appelé à une désescalade. La situation à Goma demeure extrêmement tendue, marquée par une occupation persistante et un risque élevé d'escalade. Le mouvement du 23 mars, appuyé par les forces de défense rwandaises, continue de renforcer son emprise sur la ville ainsi que sur la majorité des territoires du Nord Kivu. Toutes les routes menant hors de Goma sont sous leur contrôle et l'aéroport, également occupé par le M23, reste fermé jusqu'à nouvel ordre. Depuis le 21 janvier dernier, plusieurs centaines de milliers de personnes ont fui les zones de combat dans la province du Nord Kivu. Un afflux de blessés a provoqué une saturation des hôpitaux et structures sanitaires dans la ville de Goma. L'intensification de la violence a provoqué d'intenses souffrances humaines, entraînant des déplacements massifs et une aggravation de la crise humanitaire. La MONUSCO évolue dans un contexte extrêmement difficile, où ses infrastructures à Goma sont submergées par les employés de l'ONU et les civils congolais cherchent un refuge. Cependant, ces installations ne sont ni conçues ni équipées pour accueillir durablement un grand nombre de personnes. La pression sur les ressources vitales telles que l'eau, la nourriture, l'assainissement et les abris ne cesse de s'accentuer. Pendant ce temps, les combats continuent de faire rage sur le terrain. Selon des représentants de la société civile, les rebelles ont pris le contrôle de la ville de Nyabibwe, située à 96 km de Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu. Le procureur de la Cour pénale internationale a lancé un appel à témoins sur les violences commises à Goma et dans la région de l'Est.
L'organisation sud-africaine de défense des droits civiques AfriForum a annoncé son intention d'adresser un courrier officiel au gouvernement des États-Unis demandant au président Trump de ne pas sanctionner les Sud-Africains au sujet des expropriations de terres. Kali Kriel souhaite que le président américain vise plutôt les responsables politiques. Les gens disent maintenant que nous avons mal informé ou désinformé le gouvernement américain. Je pense que c'est ridicule. Le fait est que le gouvernement américain dispose d'un département d'État, d'ambassades qui suivent les problèmes du pays. Et vous savez, ces gens qui nous blâment pensent que les États-Unis ne savent pas lire, parce qu'il suffit de lire la loi pour voir ce qu'elle contient. Ils ne vont simplement pas nous croire. Le porte-parole du président sud-africain a quant à lui évoqué le rôle joué par l'entrepreneur Elon Musk, né en Afrique du Sud, dans la désinformation sur la situation du pays. Nous avons eu des engagements ouverts avec Elon Musk. Donc, à la lumière de ce développement récent, il est raisonnable et logique et tout à fait important que le président s'engage avec lui afin que nous renforcions sa propre compréhension de ce qui se passe en Afrique du Sud. Nous avons également fait part de notre inquiétude quant à la désinformation que nous avons constatée dans l'annonce du président Trump, mais aussi dans sa propre réponse à notre déclaration. Le président a été assez catégorique en disant que l'Afrique du Sud n'a pas de loi raciste sur la propriété. Toutes nos lois s'inspirent de notre Constitution. Les citoyens ordinaires, eux, expriment des opinions divergentes sur la question. Duduzile Zuma Sambudla, fille de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, est dans le viseur de la justice sud-africaine. Elle est accusée d'avoir incité aux violences urbaines qui ont fait 350 morts en 2021. La députée, qui dénonce un procès politique visant à affaiblir son père, aujourd'hui à la tête du parti d'opposition MK, rejette les accusations portées contre elle. La justice lui reproche d'avoir utilisé les réseaux sociaux pour exprimer son soutien à Jacob Zuma lors des troubles, des faits réprimés par la loi sud-africaine et pouvant être qualifiés d'actes de terrorisme. Duduzile Zuma Sambudla, qui bénéficie du soutien de nombreux partisans, s'est rendue d'elle-même à la police le 30 janvier dernier. Après une première comparution, elle a été libérée sur avertissement. L'affaire a été transférée à la Haute Cour de Durban, où elle comparaîtra le 20 mars prochain. Les violences de juillet 2021 avaient éclaté à Johannesburg et dans la province du KwaZulu-Natal en réaction à l'incarcération de Jacob Zuma, condamné pour avoir refusé de témoigner dans une affaire de corruption. Le ministre iranien des Affaires étrangères estime qu'Israël est plus infâme et isolé que jamais. Abbas Araghchi s'est exprimé lors de la cérémonie de clôture d'une conférence intitulée Al-Aqsa Storm and Gaza, réalité et récit. C'était mardi à Téhéran. L'homme a minimisé les résultats obtenus par Israël à l'issue de 15 mois d'offensive contre le Hamas, déclarant même que Tel Aviv n'avait pas remporté la guerre selon ses propres objectifs. Le vainqueur d'une guerre est déterminé par l'atteinte des objectifs fixés. Ils ont dit qu'ils allaient déraciner et détruire le Hamas pour toujours et libérer nos prisonniers. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été contraints de s'asseoir et de négocier avec le même Hamas qu'ils voulaient détruire après 16 mois de massacre. Ils ont été forcés de libérer leurs prisonniers par le biais de négociations et de faire des concessions pour les relâcher. L'Iran est le principal soutien du Hamas et d'autres groupes militants engagés dans des combats contre Israël. Scandalisés et choqués, les Palestiniens ont fermement rejeté le discours du président américain Donald Trump, suggérant qu'il pourrait être réinstallé de manière permanente ailleurs et que les États-Unis pourraient prendre le contrôle du territoire dévasté par la guerre. C'est aux côtés du Premier ministre israélien à la Maison-Blanche mardi que Donald Trump a fait cette déclaration, annonçant son souhait de faire de Gaza la Côte d'Azur du Moyen-Orient.
Les propos de Trump sont insensés. Nous avons vécu la guerre pendant 1 an et 4 mois et voilà qu'il vient nous dire que nous devons quitter notre terre. C'est notre terre et celle de nos ancêtres. Il est difficile de la quitter ou de la faire peupler par un autre peuple. Cela n'arrivera pas. Nous ne quitterons pas notre terre ni notre pays. Trump envisage de construire de nouvelles colonies pour les Palestiniens en dehors de la bande de Gaza et veut faire en sorte que les États-Unis s'approprient le réaménagement du territoire. Nous ne quitterons pas notre patrie. Cette terre est la nôtre et ce sont eux qui devraient partir. Nous rejetons les décisions de Trump et celles de ses assistants et partisans qui poussent au déplacement. Pourquoi nous forcer à nous déplacer? Nous restons ici, même si c'est pour vivre sur les décombres de nos maisons. C'est mieux que de vivre dans l'humiliation ailleurs. Pendant 1 an et demi, nous avons été massacrés, bombardés et détruits. Nous n'avons pas vécu tout ça pour ensuite partir. L'Égypte, la Jordanie et d'autres alliés des États-Unis au Moyen-Orient ont déjà rejeté l'idée de déplacer plus de 2 millions de Palestiniens de Gaza vers d'autres régions. Le ministre italien de la Justice a fermement défendu la position du gouvernement de libérer et de rapatrier un chef de guerre libyen recherché par la Cour pénale internationale. Au Parlement, mercredi, Carlo Nordio a évoqué un immense gâchis de la CPI. Le premier mandat d'arrêt était complètement erroné parce qu'il ne comportait pas la date du crime. Et si nous ne l'avions pas remarqué? Et si nous avions envoyé cette demande à la Cour d'appel italienne? Elle l'aurait probablement renvoyée en disant que nous n'avions pas remarqué que ce mandat d'arrêt était absolument contradictoire. Et le fait qu'il soit contradictoire a été dit par la Cour elle-même. Je répète, parce qu'ils ont tenu une réunion à dessein pour changer la date du crime de 2011 à 2015. Le gouvernement italien est sous le feu des critiques de la CPI, des groupes de défense des droits de l'homme et des députés de l'opposition depuis la libération et le rapatriement en Libye d'Oussama al-Masri le 21 janvier dernier, à bord même d'un avion militaire italien. Ce n'est pas à vos followers sur Instagram que vous devez vous expliquer, mais à l'Italie, dont la crédibilité internationale a été marquée par votre choix délibéré, revendiqué aujourd'hui de libérer et de ramener à la maison un tortionnaire libyen. Un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pèse sur al-Masri, l'accusant d'avoir battu, torturé, violé un enfant de 5 ans et d'avoir personnellement tué des détenus à Mitiga. Malgré cela, il a été libéré et embarqué dans un avion d'État avec tous les honneurs. C'est un héros qu'il a été accueilli en Libye. C'est une chose honteuse. Le mandat d'arrêt de la CPI accuse al-Masri de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis dans la prison de Mitiga en Libye à partir de 2015. Une équipe de vautours arrivée d'Afrique du Sud loge désormais dans le zoo de Los Angeles, dans une section dédiée aux animaux d'Afrique. Ces fauves accomplissent une tâche vitale en nettoyant les carcasses d'animaux susceptibles de propager des maladies. Le rôle nettoyeur de la nature des vautours est incommensurable pour les écosystèmes. Ils mesurent environ 1 mètre. En raison de l'empoisonnement, la chasse, la perte d'habitat, des perturbations de reproduction et le changement climatique, leur nombre s'est considérablement réduit au fil des années. Parmi les 6 espèces de vautours présentes en Afrique du Sud, toutes sont soit vulnérables, en danger et en danger critique d'extinction. Le zoo de Los Angeles accueille des vautours venant du Cap depuis 1985. Cette année, les visiteurs auront l'occasion d'apercevoir de plus près ces créatures lors d'une exposition ornithologique.